On va se focaliser surtout sur la chirurgie de l'avant-pied parce que de toute façon dans les littératures il n'y a pas grand chose d'autre. Et c'est avant tout, les études c'est avant tout de l'hallux valgus. Donc on va voir un petit peu plusieurs aspects. On va déjà parler quelle va être ma stratégie pour l'analgésie du pied. On va voir ensuite quelle va être notre stratégie pour l'anesthésie du pied. Donc là, il y a un petit peu moins de data dans la littérature. Et puis enfin, on va parler un petit peu très succinctement d'adjuvant. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme adjuvant et qu'est-ce qui fonctionne. Alors, pour commencer, est-ce que la chirurgie du pied, ça fait mal ? La réponse est évidemment oui. Pour commencer, une étude brésilienne, une petite étude, 57 patients, il y a un bras qui reçoit des anesthésie sans anesthésie loco-régionale. Donc, on évalue la douleur en post-opératoire. Donc, on constate AJ0, donc, il y avait une anesthésie multimodale Péros, donc AINS plus paracétamol. On constate AJ0 qu'on a une EVA qui est supérieure à 5, AJ1 une EVA qui est supérieure à 5 et une EVA qui commence à diminuer à AJ2. Une étude allemande également, une étude qu'on cite souvent, très intéressante qui compare les douleurs de beaucoup de procédures. Donc il y a 179 procédures chirurgicales qui sont classées sur la douleur à J+1. Donc une étude qui est faite sur plus d'une centaine d'hôpitaux allemands. Et donc la chirurgie de l'hallux valgus se situe 32e sur 179, donc ce qui la place au niveau de douleur intense. Et elle est à peu près à la même place que la prothèse totale de genou ou que l'hystérectomie par laparotomie. Donc avec une échelle numérique de douleur qui est assez proche de l'étude précédente, donc à plus de 5 de douleur AJ1. Donc oui, la chirurgie ça fait mal, et la chirurgie du pied de l'hallux valgus ça fait mal, et ça semble diminuer au bout de 48 heures. Donc il est important de trouver une stratégie adéquate. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme stratégie pour l'analgésie ? Donc déjà, l'analgésie multimodale sans ALR, on va revoir ça dans la littérature un petit peu. On va parler de l'infiltration, qui peut être chirurgicale, faite par un chirurgien ou par l'anesthésiste. On va parler de bloc de cheville, qui est le sujet principal de notre émission. Et on va parler du bloc sciatique. Alors, tout d'abord, l'analgésie multimodale sans ALR. Donc, on reprend l'étude brésilienne. Donc, 57 patients, 2 groupes. Donc, d'un côté, l'analgésie Péros, de l'autre côté, l'analgésie Péros plus des blocs de parois donc, non éco-guidés. On a clairement une grosse différence entre les groupes en termes de délai d'apparition de la douleur, puisque dans le groupe bloc de cheville, la douleur va apparaître 14 heures après, alors qu'elle arrive 4 heures après dans le groupe contrôle, donc après l'arrache anesthésie. Et quand on compare la douleur en post-opératoire, donc en rouge, en orange, c'est le groupe bloc de cheville, en bleu, le groupe analgésie multimodale, on voit clairement à J0 et J1 un bénéfice en termes de douleur pour l'anesthésie loco-régionale, en plus de l'anesthésie Péros, de l'analgésie Péros. Donc, l'analgésie multimodale sans ALR, c'est insuffisant. Autre étude, celle-ci, un petit test sur les drapeaux, c'est un peu difficile, c'est Taïwan. Une étude taïwanaise qui compare 3 groupes, en fait, 90 patients dispatchés dans 3 groupes, puis un groupe où il y a une anesthésie générale. Donc tout ça, c'est des hallux valgus. Donc un groupe anesthésie générale plus sans ALR, donc groupe contrôle. Un groupe anesthésie générale plus infiltration chirurgicale d'anesthésiques locaux. Et un groupe bloc de cheville éco-guidé, donc plus anesthésie générale. Alors, quand on compare la consommation de morphine ou de fentanyl post-opératoire, on a une grosse différence entre ces groupes. Donc, à gauche, en noir, on a le groupe contrôle. En gris clair, on a le groupe infiltration chirurgicale. Et en gris plus foncé, on a le groupe bloc de cheville éco-guidé. Donc on a clairement une grosse différence à la fois à H6 et à H12 en faveur des blocs de cheville éco-guidés. Même résultat pour l'échelle, pour l'évaluation de la douleur de repos. Donc on a un net avantage du groupe échographie, bloc sous échographie, en arrivée en salle de réveil et à H6.
Pareil, à l'échelle de mouvement, on a une grosse différence entre ces différents groupes. Donc on a nettement des blocs de cheville éco-guidés qui sont supérieurs en termes d'analgésie post-opératoire à l'infiltration chirurgicale et bien sûr au groupe contrôle. Alors, une étude canadienne très intéressante, une équipe de l'équipe de Chine à Toronto, une étude rétrospective sur 6 ans, donc il y a beaucoup de patients inclus, il y a 650 patients. Il y a une partie des blocs qui sont des blocs de cheville qui sont réalisés sous échographie et d'autres sans échographie. Et donc on va comparer ces deux groupes de patients. Donc si en termes d'évaluation de la douleur, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux groupes, il y a néanmoins une différence significative en sortie de SSPI, mais d'une relevance clinique qui est probablement pas très importante. Par contre, en consommation d'antalgiques post-opératoire, on a un net avantage dans le groupe de patients qui ont eu des ultrasons, qui ont eu un guidage échographique, à la fois en quantité de prise, en pourcentage de prise d'opioïdes et en dose totale reçue. En plus, ils ont fait une régression logistique pour identifier les facteurs prédictifs de succès de l'analgésie post-opératoire. Et donc, si on utilise des ultrasons ou si on utilise un gros volume d'anesthésiques locaux, on va avoir une meilleure chance de succès d'analgésie post-opératoire. Donc, au total, il faut absolument faire un éco-guidage et il faut utiliser des volumes suffisants pour analyser chaque nerf. Ensuite, on va essayer de comparer par rapport au bloc sciatique. Donc, on peut utiliser le bloc sciatique, on peut utiliser des blocs distaux, des tronculaires, des blocs de cheville. Donc, il y a plusieurs études qui comparent les deux. Il y en a deux, les deux premières, l'Argentine et la française, n'utilisent pas d'échographie, alors que l'américaine, qui est plus récente, bon, c'est 2017, c'est pas très récent, mais qui utilise des ultrasons pour réaliser donc, les blocs de cheville éco-guidés et le bloc sciatique. Alors quand on compare la consommation de morphinique, il y a un avantage, donc surtout dans l'étude américaine, où il y a un avantage pour le bloc sciatique. Donc il y a eu moins de consommation d'antalgiques dans le groupe sciatique. Quand on compare les différentes évaluations de douleur de ces différentes études, il y a aussi un avantage pour le groupe sciatique par rapport au groupe bloc de cheville. Pour la durée d'analgésie, c'est toujours pareil, quelle que soit l'étude. Alors c'est plus ou moins significatif en fonction des études, mais on a plutôt un avantage pour le groupe sciatique versus bloc de cheville éco-guidé. Alors enfin, le point qui est vraiment très important et qui nous concerne directement, c'est la durée, le délai de déambulation après la chirurgie. C'est fondamental parce que la plupart de ces chirurgies en France sont réalisées en ambulatoire et donc on ne peut pas se permettre d'avoir des patients qui vont marcher tardivement après l'intervention. Or, on sait bien que quand on fait un bloc sciatique, on ne peut pas marcher tout de suite. C'est ce que montre l'étude française, puisque les patients qui ont eu un bloc de cheville peuvent marcher 4 heures après l'intervention, alors que ceux qui ont eu un bloc sciatique ne marchent que 19 heures après l'intervention. Donc c'est vraiment un problème majeur pour le bloc sciatique. Donc au total, le bloc sciatique, c'est le plus efficace pour l'analgésie. C'est plus efficace que les blocs de cheville, mais par contre, ça empêche la marche immédiate. Et donc c'est un vrai problème pour l'ambulatoire. Au total, pour faire la conclusion un petit peu sur cette prise en charge analgésique, on a vu que l'analgésie multimodale sans ALR, c'était insuffisant. On a vu que l'analgésie par infiltration, c'était aussi insuffisant. Ça fait moins bien que les blocs de cheville éco-guidés. Les blocs de cheville, c'est très bien parce que c'est efficace et ça permet la déambulation précoce. Et il faut que ça soit fait sous échographie. Le bloc sciatique, ça marche très bien. C'est ce qui est le plus efficace pour l'analgésie. Mais par contre, ça ne permet pas la déambulation précoce, donc ce qui est un gros problème pour nous. Donc en première intention, on va privilégier les blocs de cheville éco-guidés, pour l'analgésie, je parle bien sûr. Il y a une publication du groupe Prospect qui va dans ce sens, qui est assez récente, qui date de 2020, donc pour la prise en charge de l'analgésie dans la luxe valgus, et qui recommande en première intention les blocs de cheville éco-guidés. Quand on parle de blocs de cheville pour l'analgésie, on pense avant tout à deux nerfs à bloquer. Donc c'est le nerf tibial
qui est le plus important à la fois pour les pour les ostéotomes et pour les myotomes, mais également du nerf fibulaire profond. Alors ensuite, donc ça c'était la première partie, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire comme analgésie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme anesthésie. Donc on a compris qu'il fallait faire des blocs analgésiques pour le post-opératoire, mais qu'est-ce qu'on fait pendant l'intervention? Donc il y a plusieurs stratégies possibles. Soit on fait une anesthésie générale plus les tronculaires, soit on fait une rachianesthésie plus les tronculaires. On peut faire un bloc sciatique poplité plus les tronculaires, on va y revenir. Et on peut faire également uniquement des blocs de cheville qui peuvent être des blocs anesthésiques en plus d'être analgésiques. Alors, est-ce que c'est possible de faire des blocs de cheville anesthésiques? Donc la réponse est oui. Donc il y a plusieurs études qui ont les ont utilisées avec succès, puisqu'on a des taux de succès. Donc ça, quand je parle de taux de succès, c'est le taux de bon déroulement de l'intervention sans avoir recours à l'anesthésie générale. Donc on voit que dans la plupart des études, on se rapproche de 100% de succès. Alors dans certaines études, comme dans celle-ci de Chin, en fait, on explique seulement 93% parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, de fellows et d'internes qui effectuaient les blocs. Dans l'étude ici, c'est une étude qui est ancienne en 2005 et il n'y avait pas du tout de guidage échographique. Il n'y a que cette étude-là où on n'a pas trop d'explications pourquoi ils trouvent que 86% de succès. Donc ça, je n'ai pas d'explication à vous donner. Mais globalement, il y a un très bon taux de succès et c'est ce qu'on retrouve en pratique clinique. Alors, il y a un taux de succès, oui, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs injections qui doivent être réalisées pour réaliser ce bloc anesthésique du pied. Donc, ces injections au niveau du pied, c'est assez douloureux, c'est pas très confortable, et donc on est obligé d'effectuer dans la majorité des cas une sédation. On reprend les mêmes articles. Dans toutes les études, quasiment, on a utilisé une sédation. Alors ça peut être du midazolam, du fentanyl, du propofol. Dans certaines études, c'est pas précisé, mais dans celle-ci, on a 95% de patients qui ont été sédatés. Et il n'y a que dans l'étude américaine où on n'a pas de data sur ces données. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire une sédation quand on fait un bloc anesthésique du pied au niveau de la cheville. Alors, on va reprendre la comparaison qu'on avait entre les blocs de cheville et le bloc sciatique poplité. Toujours ces mêmes études où on compare le succès en fait de ces deux stratégies. On a des succès qui sont très proches où on tourne que ce soit dans le groupe sciatique ou dans le groupe bloc de cheville, on a un taux de succès qui est très voisin. Alors en fait, là on parle que de chirurgie de l'avant-pied, d'hallux valgus ou de l'avant-pied, mais c'est vrai que quand on va élargir un petit peu notre chirurgie, quand on va plutôt aller vers l'arrière-pied ou la cheville, en fait, ça change la donne. Parce que ce qui est très important, ça va être la position du garrot. Donc, il faut savoir que le garrot de cheville est très bien toléré. Du coup, on peut se permettre, pour donc, une chirurgie de l'avant-pied, on peut se permettre simplement de bloquer les nerfs au niveau de la cheville. Par contre, quand on a une chirurgie de l'arrière-pied ou de la cheville, le garrot de cheville va être impossible. On va être obligé de mettre soit un garrot de jambe, soit un garrot de cuisse. Alors le garrot de jambe est peu utilisé parce que c'est un garrot qui ne marche pas très bien parce qu'il a du mal à comprimer les artères. Et en plus, si on le met trop, il y a un risque de compression du fibulaire au niveau du col de la fibula. Du coup, on utilise plutôt un garrot de cuisse. Et effectivement, quand on utilise un garrot de cuisse, on peut pas faire juste des blocs disto, ça sera très mal toléré. On est obligé d'associer une anesthésie générale, une rachianesthésie, ou bien un bloc fémoral et un bloc du nerf cutané latéral de cuisse si on veut faire de l'anesthésie loco-régionale pure. Voilà, donc pour conclure cette question, qu'est-ce qu'on fait comme anesthésie ? Ça ne me semble pas très logique de faire ni une anesthésie générale ni une rachianesthésie, puisqu'on peut très bien faire sans, et on va avoir des effets indésirables de l'anesthésie générale et de la rachianesthésie, les hypotensions, les globes, le syndrome post-PL, les nausées vomissements post-opératoires. Donc tout ça, on peut l'éviter. Donc il y a deux stratégies qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc la première, c'est celle qu'on utilise à Quincy, c'est de faire en fait une injection de plus, donc un bloc du sciatique poplité, qui est très bien toléré.
et qui permet, en fait, dans un second temps, de faire les blocs de la cheville. La cheville est déjà insensibilisée, et en fait, les blocs sont beaucoup plus supportables au niveau de la cheville. Et on fait donc des blocs analgésiques au niveau de la cheville. L'avantage, alors l'inconvénient, donc c'est effectivement on fait un bloc, une ponction supplémentaire, mais le grand avantage c'est que ça évite la sédation le plus souvent, et on peut le plus souvent éviter le passage en salle de réveil après l'intervention chirurgicale. L'autre stratégie qui est souvent employée et qui est tout à fait raisonnable également, c'est de faire des blocs de cheville exclusivement plus une sédation. Alors bien sûr, c'est si on a une chirurgie de l'avant-pied, parce que s'il y a un garrot qui est plus haut, on peut pas faire ça. C'est très efficace. Par contre, les ponctions sont quand même assez délicates et c'est pas très confortable pour le patient. Donc il faut faire une bonne sédation, ce qui suppose secondairement le plus souvent de passer le patient en salle de réveil. Donc voici pour cette partie anesthésie. On va juste faire un petit point rapide sur les adjuvants. Alors on va parler que de la dexaméthasone parce que c'est là où il y a des études. Une étude australienne tout d'abord. Donc 90 patients opérés de l'avant-pied. Il y a certains, donc tout le monde a des blocs de cheville. Il y en a qui n'ont pas de dexaméthasone, il y en a qui ont la dexaméthasone intraveineuse et il y en a d'autres qui ont la dexaméthasone périnerveuse. Donc les résultats, on a un net avantage à utiliser la dexaméthasone, que ça soit par voie intraveineuse ou périnerveuse. Donc on a 14 heures, donc le bloc dure 14 heures dans le groupe contrôle, alors qu'on passe à 20 heures pour le bloc dexaméthasone IV et on passe à 24 heures pour le bloc dexaméthasone périnerveux. Par contre, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes dexaméthasone. Donc il faut utiliser la dexaméthasone soit l'un soit l'autre. Une autre étude française de 2018 de l'équipe de Toulouse, donc deux groupes, donc toujours chirurgie de l'avant-pied, bloc de cheville anesthésique, et soit on utilise la dexaméthasone périnerveuse, soit donc à 4 mg, soit on utilise la dexaméthasone IV à 10 mg. Donc une courbe de Kaplan-Meier où il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Et en durée d'analgésie, on a une durée de 23 heures dans le groupe d'exa IV, de 19 heures dans le groupe d'exa périnerveuse, mais il n'y a pas de différence significative. Donc toujours est-il qu'il faut utiliser soit l'un, soit l'autre, avec un bloc qui atteint quasiment les 24 heures de durée. En conclusion, donc, la chirurgie du pied, de l'avant-pied notamment, ça procure des douleurs importantes, sévères, qui durent qui durent au moins 48 heures puis qui diminuent. Pour ce qui est de l'analgésie, en première intention, il faut faire des blocs de cheville éco-guidés en plus de l'analgésie multimodale Péros. Si le patient est hospitalisé, il est tout à fait logique de réaliser un bloc sciatique et ne pas s'embêter à faire plusieurs injections au niveau de la cheville. Ça marche mieux avec une analgésie qui va être plus longue. Si on veut un bloc anesthésique, donc c'est ce qu'on fait le plus souvent, deux stratégies possibles. Soit on réalise des blocs de cheville sous sédation, soit on utilise des blocs séquentiels. On va faire un bloc sciatique poplité avec un produit de courte durée d'action comme la xylocaïne ou la carbocaïne. Et dans un second temps, on va effectuer les blocs de cheville. Et c'est effectivement des blocs anesthésiques avec un produit de longue durée d'action avec la dexaméthasone. Et c'est la stratégie qu'on utilise ici à Quincy. Je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci Thomas, un grand merci pour cette généreuse synthèse sur les blocs tronculaires de pied, enfin les stratégies et anesthésiques et analgésiques. Hein. Je trouve que c'était vraiment très bien d'avoir fait une distinction vraiment franche entre les techniques anesthésiques, les techniques analgésiques. Et ça, tu as vraiment bien fait la part des choses entre ce qui est intéressant de faire pour l'anesthésie et ce qui est intéressant de faire pour l'analgésie. Alors déjà, premier message ultra important, on ne peut pas faire de la chirurgie de cheville ou de la chirurgie de l'arrière-pied avec juste des tronculaires. Ça, on est bien d'accord. De la cheville, non. Juste avec les tronculaires de cheville. Le bloc sera insuffisant et en plus il faut un garrot qui sera plus haut que le garrot de cheville, et le garrot on peut pas tolérer un garrot sans bloc, que ce soit au niveau de la jambe ou
ou de la cuisse. Donc il faut D'accord. avoir une autre stratégie, une rachianesthésie ou des blocs fémoraux, cutanés à l'artère de cuisse, etc. Donc le premier message, c'est pour la chirurgie de l'avant-pied, que ce soit à visée analgésique ou anesthésique, on envisage les tronculaires que pour la chirurgie de l'avant-pied. Ça, je crois que c'est... Tout à fait. Ça, tu l'as bien dit. Alors, j'aimerais qu'on reparle 2 petites secondes de ce fameux garrot. Donc, avec les stratégies de tronculaire de pied, on peut tout à fait mettre le garrot à la cheville. Et ça pose pas de problème. Tout à fait. Bah, le garrot de la cheville, c'est un garrot qui est plutôt bien toléré. Même sans anesthésie, on peut le tolérer. Alors peut-être pas pendant une chirurgie qui est très longue, etc. Sans doute pas, mais pour une chirurgie comme la Lux Valgus qui dure une trentaine de minutes, ça pose aucun problème. Ouais, d'accord. Mais dès qu'on va mettre le garrot ailleurs, alors peu de chirurgiens finalement utilisent quand même, on a rediscuté avec nos équipes chirurgicales, là, peu de chirurgiens utilisent finalement le garrot de jambe, hein, en dessous du genou, hein, ça. Apparemment, c'est quand même de moins bonne efficacité. Ça marche moins bien. Et puis il y a un risque nerveux. Un risque nerveux derrière, on a un risque. Voilà, sur le fibulaire, hein, sur le fibulaire commun. Et puis donc, le garrot de cuisse, si on le met, bah, là forcément, on peut pas passer sans fémoral, quoi. On est obligé, si on veut. Fémoral, cutané à l'artère de cuisse ou rachianesthésie. Si on veut faire de la LR. Ouais. D'accord. Pour ce qui est des durées de bloc, chose extrêmement importante, je trouve, dans ton topo, le sciatique, c'est plus long que les tronculaires. Moi, franchement, je découvre. Le sciatique, ça marche mieux. Ouais. Enfin, ça marche mieux. Le bloc marche mieux, mais le patient marche moins. Voilà. Le problème, c'est que c'est la chirurgie qui est faite en ambulatoire et de faire un bloc sciatique, ce serait l'idéal, mais le patient ne peut pas sortir avec un bloc sciatique. Il ne peut pas marcher avec ton bloc sciatique. Tout à fait. Donc, mais par contre, pour certaines chirurgies, on se dit on veut une durée d'analgésie importante, le patient ne sort pas tout de suite, il ne va pas avoir la marche immédiatement. Une amputation d'orteil chez un patient vasculaire qui va être hospitalisé et tout, bah oui, il faut mieux lui faire un bloc sciatique, ça marchera mieux. Ouais. Alors, bloc sciatique, ça peut être en plus un SAFEN si on va sur le territoire SAFEN. Donc, bloc sciatique plus SAFEN pour l'anesthésie, c'est besoin. Mais en tout cas, pour l'analgésie, bloc sciatique. Ouais. Poplité. Alors, si on revient sur les stratégies anesthésiques, nous à Quincy, on a choisi donc de faire un bloc différentiel, un sciatique poplité de courte durée d'action, couplé à des blocs analgésiques. Hein, l'anesthésie est assurée par le sciatique poplité, et on fait des blocs analgésiques tronculaires. On fait un tibial postérieur et un fibulaire profond pour l'analgésie. Est-ce qu'il vaudrait mieux qu'on passe finalement au tronculaire ? Est-ce qu'il vaudrait mieux passer au tronculaire ? Je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. C'est vraiment une question de philosophie. Est-ce qu'on a envie de plus faire la sédation aux patients et s'affranchir, ça fait toujours une piqûre de moins. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de sciatique. Et ensuite, il faut rester sur les blocs de cheville, donc que les blocs de cheville purs, et ça se fait très bien. Dans certains centres, ils font ça et ça se passe très bien. Ou la stratégie, je veux éviter de sédater mon patient. On fait tout sous ALR, c'est plutôt notre stratégie à Quincy. Ça nous permet un peu d'améliorer le parcours patient, puisque le patient, après l'intervention, il va directement dans sa chambre, il ne passe pas par la case de réveil. Voilà, donc ça c'est notre stratégie, mais c'est tout à fait discutable. Et je pense qu'il y a plein d'équipes qui font ça très bien et qui font du bloc de cheville avec la sédation, et ça marche très très bien. Bah toi, précédemment, tu l'as pratiqué. Oui, c'est par exemple ce qui se fait à la Croix Saint-Simon, où il y a énormément de chirurgie du pied. Et ça se passait très bien aussi. Ça se passe très bien aussi, c'est juste une organisation un petit peu différente. Mais ça nécessite une sédation. Ça nécessite une vraie sédation. C'est quand même. On ne peut pas faire les blocs de pied sans sédation. Ouais, on peut les faire, mais c'est un petit peu pénible pour le malade. C'est pas très sympa. Autre chose dont tu as parfaitement bien parlé, c'est les adjuvants. Alors plutôt la dexaméthasone. Dexaméthasone IV, périnerveux, pareil, un petit peu de surprise. Là, on a vu 2 études qui ont à peu près les mêmes résultats. Ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment une plus-value dexaméthasone versus rien. Oui. Par contre, entre IV ou périnerveux, je dirais c'est la libre appréciation de chacun. On est dans des ranges assez proches. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous redétailles un tout petit peu qu'est-ce qu'on fait si on veut faire des tronculaires. Des tronculaires anesthésiques. Qu'est-ce qu'on va faire pour de la chirurgie de la luxe ? Qu'est-ce qu'on va faire pour une chirurgie du 2e orteil, 3e, 4e rayon, 5e rayon ? Comment ça se passe ? Dans tous les cas, il en faut 3. Au moins 3. Au minimum 3. Il faut toujours le tibial, ouais. Il faut toujours le fibulaire profond, il faut toujours le fibulaire superficiel. Donc dans tous les cas anesthésiques, il faut ça. Ensuite, certains, comme tu disais tout à l'heure, certains en font 5 tout le temps parce qu'au moins on est sûr d'avoir tout le pied. Donc les deux pour lesquels on pose la question, c'est le sural. Ouais. Effectivement, si on va pas sur le bord latéral du pied,
Donc le sural, il faut se méfier, il peut avoir des variations anatomiques. Donc ça peut être le 5e orteil, mais ça peut venir un petit peu plus vers le 3-4e orteil. Donc on va dire, pour toute chirurgie, à partir du 3-4e orteil, il faut faire le sural. Ouais, Si on fait si on fait de l'anesthésie. Si on fait de Ouais, l'anesthésie. Si on fait de l'hallux valgus, il n'y a pas besoin de faire sural. Non. En vrai. Et puis, c'est la question du SAFEN, tu l'as déjà largement abordé avec Davy. Le SAFEN, évidemment, si on a une chirurgie qui va remonter sur la face médiale du pied, là, c'est sûr qu'il faudra faire le SAFEN. Pour l'hallux valgus, voilà, ça dépend un peu de chacun. Si, voilà, il faut bien le tester, on peut s'en affranchir, mais voilà, en tout cas, à réfléchir si on le fait ou pas, ou à tester et le faire si besoin éventuellement. Donc, minimum 3. Si on veut être tranquille, on fait les 5. Voilà. Mais il y a toujours au moins 3 injections. Donc variable d'ajustement, c'est le sural et le SAFEN, voilà. Finalement, qui sont des territoires uniquement cutanés. Mais dont on a besoin pour une chirurgie, pour un bloc anesthésique, voilà. Pour faire l'intervention.